Donc bonsoir à tout le monde, on est là pour la deuxième conférence qu'on va donner au sujet cette fois-ci un peu de la création. On va se présenter rapidement, ça va être organisé par Forge Next et Ludovox qui est ici, qui va en même temps filmer la salle. Donc aujourd'hui on accueille Antoine et Eric Lang, vos amis Antoine Boza et Eric Lang. On va vous laisser un peu vous présenter l'un l'autre. On va commencer par Antoine. Tu veux que je présente Eric ou tu peux présenter Eric. Juste pour 2 petites secondes avant, Eric étant anglais parle un petit peu français. On aura Bernard aussi qui fera les trades, donc à un moment donné, il faut juste lui laisser le temps de faire la traduction pour que ce soit bien clair pour Eric, et puis on enchaînera. Bonjour Antoine. Bonjour, donc je présente Eric, c'est pas facile en fait, j'ai pas réfléchi avec l'exercice. Bonjour tout le monde. Eric Lang donc, fait des jeux depuis plus longtemps que moi, je pense. On le connaît depuis très longtemps aux États-Unis parce qu'il a surtout bossé pour des boîtes comme FFG, donc les gens qui jouent à des jeux FFG le connaissent. Il a bossé sur Star Wars, il a bossé sur Warhammer, sur ces licences-là. Et en fait, c'est un gars qui adore les jeux qu'on dit à l'européenne, donc du coup, on le voit de plus en plus de notre côté de l'Atlantique. Parce que quand il présente des protos de jeux à l'européenne à ses éditeurs classiques, c'est pas leur culture de jeu et à chaque fois on lui ferme un peu la porte au nez. Donc du coup il est venu toquer de notre côté de l'Atlantique à nos portes pour essayer de faire un peu du jeu, ce qu'on appelle là-bas de l'Eurogame. Et pour le coup on travaille ensemble d'ailleurs sur un projet de jeu qui doit sortir, je ne sais pas quand, chez les Space Cowboys, qui va être un jeu assez atypique parce que du coup il est un peu au croisement à la fois de nos cultures et de nos envies, donc ça va être un jeu avec un thème un peu fort et un petit peu destroy à l'américaine, mais avec des mechas un peu de chez nous, donc voilà, on vous en reparlera plus tard et j'espère que je les présente à peu près comme il faut. Eric. Bonjour. Je parle un petit peu français. Oh, you translate, yes? Bonjour. Go ahead. Antoine Boza is a friend of mine from several years ago, a designer that I admire a lot. He makes many games that I wish I could make. Games with a lot of theme, a lot of atmosphere, but very smooth and very that flow very nicely and are good for people of many ages, which is why I wanted to work with him for several years, and now we are. So I'm a fan and a friend. Ok. Pour Eric, Antoine est un auteur qu'il admire beaucoup. Il fait partie des auteurs dont il aurait aimé écrire pas mal de jeux, donc il y a des jeux qu'il aurait aimé écrire lui-même. Il a beaucoup la fluidité qu'il y a dans ses jeux, ce genre de choses-là. Donc je ne vais pas vous faire la traduction totale, mais l'idée c'est ça, il l'admire beaucoup. Et donc l'idée, en fait, on va vous présenter rapidement, Bernard et moi on sera là pour animer rapidement tout l'ensemble de cette présentation. Mais l'idée c'est justement d'échanger sur le processus de création dans son ensemble. L'idée c'est de revenir justement sur la partie un peu de vos débuts, l'un à l'autre. Comme l'a dit Antoine, on a 2 profils complètement différents, en tout cas au niveau culturel, au niveau du jeu. On a quelqu'un d'Amérique du Nord, Amérique Trash, on va dire par défaut. On a un Eurogamer avec Antoine. Donc l'idée c'est justement, quels sont vos débuts, comment vous avez rentré dans l'univers du jeu. Moi, il faut savoir que à la base, je voulais bosser dans le jeu vidéo et en fait, je voulais écrire des histoires avant de faire des jeux. Donc, si je dis ça, vous allez voir que ça m'intéresse après. Et du coup, le jeu vidéo, c'était une industrie un peu compliquée à l'époque où je suis sorti de mes études. Et notamment, pour faire de la créa en jeu vidéo, en gros, il faut être dans l'industrie depuis très longtemps. Les petits jeunes, on les recrute pour faire du code, de l'image, du son et tout un tas de choses formidables, mais pour lesquelles moi, je suis très mauvais. Donc j'ai absolument pas bossé dans le jeu vidéo et j'ai commencé à faire des protos dans mon coin parce que pour faire un jeu de société, on n'a pas besoin d'une équipe, on n'a pas besoin de programmeurs, on n'a pas besoin de grand chose à part des ciseaux, des feutres et tout ça. Donc j'ai commencé à faire des jeux à ce moment-là et j'écrivais en parallèle des histoires pour la jeunesse et un petit peu pour la BD. Et finalement l'un a vraiment bouffé l'autre parce que j'ai commencé à faire beaucoup trop de soirées jeux et à travailler beaucoup plus sur mes prototypes que sur mes histoires. Mais du coup, j'en ai quand même gardé une méthode de travail qui est peut-être un peu particulière. On demande souvent aux auteurs, en fait, quand vous faites un nouveau jeu, est-ce que vous partez d'une mécanique ou est-ce que vous partez d'un thème? Et moi, globalement, dans 90% des cas, je pars d'une histoire que j'ai envie de raconter.
Pour ceux qui connaissent Takenoko, c'est l'histoire d'un jardinier qui essaye de faire pousser des bambous, mais il y a des pandas qui boulottent ces bambous. Je me suis jamais dit, le thème ça va être le Japon de telle époque, ou la mécanique ça va être un système 2D ou quoi que ce soit, ou de sélection d'action. J'avais envie de raconter cette histoire qui me paraissait rigolote à raconter, et du coup, je pars toujours de mon histoire, et le thème globalement découle assez facilement de l'histoire. Et en gros, pour moi, les mechas, et là je suis vraiment souvent en opposition avec plein d'autres designers, pour moi la méca n'est pas vraiment importante, c'est vraiment des outils, et au bout d'un moment, quand on veut bâtir quelque chose, on a besoin de prendre des outils, on ne peut pas s'en passer. Donc moi je raconte une histoire, et au bout d'un moment, il me faut des mechas, il me faut un système d'enchères, il me faut un système de sélection d'action, il me faut un système de draft par exemple, et à ce moment-là, je vais chercher ces outils-là. Mais j'ai vraiment jamais commencé un projet en me disant je veux faire un jeu d'enchères secrètes avec du draft ou quoi que ce soit, je suis incapable de faire ça. Pour moi, l'outil arrive bien plus tard dans le processus créatif. Eric? D'accord. I played games with my grandmother in Germany since I was 5 years old. I played games like very bad German games, like Mensch ärgere dich nicht and other games like Sorry, and I spent a lot of time modifying them even when I was young. I've always liked games, board games and sports and video games. I owned a Commodore 64 when I was very young. And the first game I bought was something called Games Creator, where you make your own games, your little platform games. So I always enjoyed the creation a little bit more than the play. I like play, but I like creating a little bit more. Like Antoine, I'm also, I started off as a writer. I wanted to write stories, especially fantasy stories like Lord of the Rings and stuff like that, and Star Wars especially. And when I started playing D&D in the 1980s, I realized that my two favorite things were the same. And I designed role-playing games for about 10 years, and realized I could not publish them. There's no money for somebody like me, not as good. And then after Magic the Gathering came in 1990, I realized that is exactly what I want to do. And I started making games like that, and started studying Richard Garfield and Sid Sackson. And when the German designers started coming, Wolfgang Kramer, Rainer Knizia, and really dug into the study of design and just made any board game I wanted to, as long as it was, as long as it was quirky. I don't know if that translates into French. Quirky. It had some human twist to it, or a little bit of my personality into it. And so generally, when I start with like Antoine, I start with, for games, I always start with either a gimmick, something special about, like something special or tactile about the game, or a story, or something that I consider to be the soul of the game. So, like for example, I close my eyes and I picture a group of people playing at a table and listen to them arguing or playing or having fun, making jokes, and why are they doing that? What kind of interactions are they having, and why is it fun? And then for me, the process of making a game is just to get to that point. Donc là j'ai pas autant de mémoire clairement. Donc moi je suis plutôt au niveau de l'ordinateur dont on va parler juste avant. Donc il joue aux jeux de société depuis qu'il a 5 ans en Allemagne, et il a parlé de plusieurs jeux de société très lourds que je ne connais absolument pas, je ne parle pas allemand. Donc Gaëtan, toi tu t'as... Vas-y, continue. Voilà. Donc ensuite il a fait beaucoup d'autres choses, donc, comme du sport. Il était aussi passionné de jeux vidéo. Il a eu un Commodore 64. C'est un détail, mais pour vous dire qu'il est vieux. J'en ai eu un aussi. J'ai à peu près autant de mémoire, donc je pense que je ne vais pas me rappeler du reste. Ensuite, il est très intéressé par les histoires, donc il est naturellement allé vers le jeu de rôle. Il a joué à Donjons et Dragons, et il a évolué vers l'idée de, en gros, pour lui, il a voulu écrire des nouvelles, des histoires d'Heroic Fantasy, comme justement le Seigneur des Anneaux, ce genre de choses-là. Et puis il a vu que c'était un marché qui était peut-être un peu bouché, qui pourrait sans doute pas en vivre, donc du coup, il est parti vers autre chose. Et du coup, c'est à ce moment-là que sont arrivés,
des auteurs comme Knizia ou autres, ou Magic, le jeu de cartes Magic, qui du coup lui a ouvert pas mal de possibilités. Et il s'est engouffré là-dedans, sachant que ça satisfaisait en fait quelque chose qu'il avait en lui, qui était à savoir plutôt s'intéresser d'abord à l'aspect créatif plutôt que jouer en fait. Donc il s'est engouffré là-dedans avec du coup en travaillant sur l'aspect interaction, mettre beaucoup d'interaction et mettre beaucoup de lui-même dans la relation entre les joueurs. Ensuite, donc voilà, ça, il y a peut-être dit autre chose. Donc ensuite, pour ce qui est de comment il démarre un jeu, lui non plus démarre pas forcément sur les mécaniques. En fait, il a une façon un peu particulière d'aborder ça. Donc l'exemple qu'il donnait, c'était par exemple, il va fermer les yeux, il va essayer d'imaginer quelque chose, une ambiance particulière ou une idée tactile. J'aimerais bien bouger ça, faire tel truc. Et après, il construit à partir de là. Voilà, et là, voilà, je crois qu'on y est à peu près. Excellent. Alors surtout, on a un micro dans la salle. À un moment donné, si vous voulez poser justement des questions par rapport à, n'hésitez pas, levez la main, on vous donne le micro. Et si vous avez des questions, bon Antoine, c'est cool, on n'aura pas à traduire. Et Eric, en tout cas, n'hésitez pas non plus, on lui fera la traduction directement. D'accord? Il comprend en plus. En plus, il comprend. Sans se le traduire, Il fait semblant en fait. Donc l'idée un peu là, on a déjà un petit peu abordé le sujet, parce que finalement, entre vous deux, vous ressemblez quand même pas mal sur un certain nombre de choses. Vous partez du thème en fait. Vous racontez une histoire. On a déjà pu aussi discuter un peu de musique hier avec Eric, quand on a un petit peu échangé avec ces fameux jam sessions. Et l'idée c'est comment vous travaillez en fait. Alors on va commencer un peu comment vous travaillez chacun de votre côté. Après on reviendra un petit peu plus tard. Alors, je permets de couper directement plus tard comment vous travaillez ensemble, puisque finalement l'idée c'est de voir un peu comment ces deux cultures ludiques peuvent se mélanger, même si c'est un peu spécial, parce que dans la jeunesse de Eric, comme il a dit, il était quelques origines allemandes. Mais on va commencer par Antoine. Justement, comment, si on revient un peu sur ton processus créatif, comment tu le développes en général et comment tu commences? C'est pas ton histoire, mais que... Globalement, c'est toujours pareil. La partie avoir des idées, on en a toujours, mais expliquer comment elles viennent, c'est toujours compliqué. La plupart du temps, l'idée vient quand tu fais autre chose. Donc, toute la première partie d'un nouveau projet, c'est jamais assis à ton bureau devant ton ordinateur. J'ai jamais eu une idée en me disant un matin, je vais m'asseoir devant mon ordinateur et je vais avoir une idée de jeu. Je pense que c'est un peu pareil pour les écrivains et tous ces boulots-là. L'amorce, elle est quand tu es en train de faire autre chose, elle est quand tu es en train de te balader, elle est quand tu es sous la douche. Il faut savoir qu'on a beaucoup d'idées sous la douche, personnellement. Moi, ça m'arrive. Voilà. Et globalement, tout ça, c'est influencé par tes goûts. Voilà. Ceux qui connaissent mon travail, j'ai fait beaucoup de jeux sur le Japon. Personne n'est surpris d'apprendre que j'adore le Japon, que j'y vais tous les ans. Ah bon ? Il y a toujours un lien de causalité. Et tous ces jeux que j'ai commencé sur le thème du Japon, les idées me sont venues soit en voyage au Japon, soit en rentrant de voyage en revoyant les photos. Voilà, pour la petite histoire sur Takenoko, l'idée du jeu est venue d'une photo que j'ai prise à Tokyo devant le zoo de Ueno. Il y a une statue rigolote avec un gros panda et un petit panda à la japonaise, donc assez façon manga. J'ai fait une photo là, devant cette statue. En rentrant de vacances, je vois la photo, j'ai fait « Ah, ça serait cool un jeu où on serait dans une bambouserie, il y aura un gros panda et un petit panda qui essaye de manger un jardinier. » Et d'ailleurs, dans le prototype, pendant très longtemps, il y avait 2 pandas dans Takenoko, bêtement, parce que comme c'était parti de cette photo, j'ai repris les 2 pandas. Donc tous les débuts de projet, c'est vraiment toujours des thèmes qui te sont chers et des idées qui vont venir, moi, la plupart du temps, de lecture, de voyage, d'expérience, des fois de discussion. Donc dans les jeux à 80, c'est un peu différent. Souvent, c'est en discutant et ça peut... Forcément, quand on se retrouve en auteur, on parle de jeu à 95% du temps, et dans ces discussions-là, il y a toujours un moment où on se dit « Ah ouais, en fait, ce serait peut-être pas bête d'utiliser ça, ça ou ça. » Voilà, mais cette partie-là est jamais faite, on ne s'assoit jamais un matin en disant « Tiens, voilà, je vais faire un nouveau jeu. » Ça marche pas du tout. Enfin, en tout cas, moi, je suis incapable de le faire. Il y a peut-être des auteurs qui le font, mais je suis pas sûr qu'il y en ait tant que ça. Donc toute cette première partie, voilà, en voyage, un moment où, en fait, où on essaye de pas travailler. Et à ce moment-là, il y a toujours un truc qui pop et voilà. Et après, là, enfin, je sais pas si tu veux qu'on fasse tout le process ou juste sur la partie. On va déjà commencer à découvrir. Sur la partie des questions. Voilà. Et justement, Eric, toi, tout ton début de processus, tu commences comment en fait? I have 2 answers. Sorry. There's 2 general ways that I start because I design games commissioned by publishers and also games I design by myself and then bring to publishers.
when I bring a game that's commissioned by a publisher, I will choose what. Of course, I have to be a fan of either the story or the license that the publisher gives me. If I'm not, then I don't work on it. Maybe we'll do one at a time. So I must be a fan first, otherwise I say no. And then at least if I'm a fan of the license, then the first thing I do is I spend a lot of time not working like Antoine. We're very lazy. I spend a lot of time going to movies or just playing other games or doing other things with friends or family or people I know that are fans of that. Not talking about it, just spending time with them and just getting into the headspace. And normally, I don't even consciously design it anymore. Usually what happens, I will go away for a little while, pause for maybe a week or so, and then it just comes because I've been thinking about it in the background or I've been dreaming about it. I usually will work on the first thing, the first idea that really strikes me. And then if nothing strikes me, then I will usually cancel the project. That's that part. Okay. Donc, en fait, c'est assez proche de ce qu'il disait. Donc, pour Eric, il y a deux cas particuliers. À savoir, le premier cas, c'est quand en fait un jeu a été commandé par quelqu'un. Donc, on lui dit j'ai besoin d'un jeu sur telle licence. Donc, une licence, en gros, c'est par exemple, tu vas me faire un jeu sur Star Wars ou un jeu sur autre chose. Donc, dans ce cas-là, en fait, première chose qu'il dit, c'est que pour lui, il faut d'abord qu'il soit fan de ça. Donc, il ne va pas travailler sur une licence ou sur un univers s'il n'aime pas ça. Donc, ça, premier truc. Déjà, c'est un premier filtre. Ensuite, il va essayer, comme disait Antoine, de en fait, nourrir en fait, son inspiration en baignant dans l'univers de ce sur quoi il va devoir travailler. Mais sans commencer directement à se dire tel univers, ça sera telle idée de jeu précisément. Donc il va commencer, par exemple, à regarder un film, à lire une BD, ou écouter des choses qui ont un rapport avec ça. Ensuite, fréquenter des gens qui sont déjà dans cet univers et qui le connaissent bien. Et il va s'imprégner de tout ça, mais sans jamais amener le sujet de « je dois créer un jeu là-dessus, qu'est-ce que vous feriez ?» etc. Ça ne vient pas. Ensuite, une fois qu'il a l'impression qu'il est un peu comme une éponge gorgée de tout ça, il fait une pause. Il fait une pause pendant une semaine, il dit. Et ensuite, il dit généralement, au bout d'une semaine, il y a une idée qui arrive. Si l'idée n'arrive pas, il annule. Voilà. Oh, right. And so for games that I make myself, without being commissioned, also like Antoine, I travel very much and I search for. I don't consciously search for inspiration, but I always go out and explore things that are outside my comfort zone. That's the important thing to me. My comfort zone is sitting at home watching Netflix and eating popcorn and drinking wine. That's what I like to do. So when I spend a lot of time doing other things, I will go to foreign countries, eat crazy food, or go hiking in terrain that I don't like, go swim in the ocean with scary fish, that kind of thing. And from that experience, I never have an idea what I'm looking for, but I usually find something and that inspires an idea that has nothing to do with the experience I just had, but because the brain is random and crazy like that. But I always get inspiration to some degree from those experiences. Donc du coup, quand il doit travailler sur un projet qui vient de lui-même, donc là du coup, c'est pas une commande qu'on lui a passée. Là, à l'inverse, en fait, donc ce qu'il explique, c'est qu'il va chercher l'inspiration, mais en sortant de ce qu'on appelle la zone de confort. Donc lui, en gros, il dit que sa zone de confort à lui, c'est rester chez lui, manger du popcorn, boire du vin et mater des films ou des séries. Voilà. Donc là, du coup, ce qu'il fait, c'est il sort de chez lui, il va visiter des pays qu'il ne connaît pas, il va faire de la marche, il va plonger avec des poissons qui font peur, ça vous avez dû capter, ce genre de choses-là. Et à partir de là, en tâche de fond, on va dire, pour rester dans ce type de jargon, il y a quelque chose qui va se mettre en route et c'est à partir de là, du coup, il ne pense toujours pas à « je suis en train de créer un jeu ». Mais c'est juste, il compte sur le fait d'absorber, et à un moment donné, il y aura quelque chose qui en sortira. Voilà. L'idée derrière, justement, vous partez vraiment du thème. Ensuite, dans la suite, pour tout jeu, en tout cas pour la plupart des gens, surtout le côté européen, on a des mécaniques dans les jeux. Donc justement, quelle est la recherche de mécaniques?
Comment vous allez, quel type de... Est-ce que vous avez une réflexion de dire, ouais, j'ai cette vision du jeu, mais quelle mécanique je vais adapter? Quelle est votre relation justement à rentrer entre guillemets un peu plus les mains dans le cambouis, comme on le dit? Alors moi du coup à partir du moment où j'ai donc défini l'histoire que j'ai envie de raconter, j'ai tout simplement un petit carnet que je trimballe toujours avec moi et des crayons de couleur, parce que moi j'étais un stit avant d'être auteur de jeu, donc j'ai gardé des petits réflexes, j'aime bien faire des petits dessins et souligner en couleur avec une petite règle. Voilà. En fait, quand tu fais un jeu, grosso modo, tu modélises de façon très simpliste des choses qui se passent dans la vie de tous les jours. Et tes mécanismes, c'est ça, c'est des espèces de modèles mathématiques, en gros, qui te permettent de faire des choses, de remodéliser quelque chose de réel dans un jeu. Donc, à partir du moment où ton histoire, elle est cohérente et tu as envie de la raconter, naturellement, les mécas, moi, elles se mettent en place. Alors, plus ou moins facilement. Tu as toujours des projets un peu plus rotors, mais à partir du moment où je décide de raconter l'histoire d'une bambouserie où ça va pousser, bah forcément j'ai besoin de découper mes bambous en plusieurs sections et je veux que ça pousse et je veux que ça fasse une bambouserie, donc c'est vertical, c'est en 3D, ça peut pas se faire à plat. À partir du moment où j'ai un jardinier et je vais raconter l'histoire d'un panda, il faut que je les matérialise sous forme de pion ou d'une figurine. Ils vont se déplacer, donc naturellement j'ai besoin d'une méca de déplacement. En fait, l'outil vient vraiment transformer l'histoire que tu veux raconter en une espèce de modèle mathématique, quoi. Et globalement, moi je suis le premier à dire que dans tous les jeux que j'ai faits, je n'ai jamais inventé une méca. Il y a très très peu de mécas qui sont encore inventés, parce que les mécas c'est des modèles, c'est des modélisations et on commence à les connaître. Ce qu'il faut savoir faire après, et ça c'est une partie du boulot, c'est choisir les bons modèles pour raconter ton histoire ou pour générer, comme disait, moi je parle en termes d'histoire, mais on parle aussi en termes d'expérience de jeu, pour arriver à générer ce que tu veux quand tu mets des joueurs ensemble autour d'une table, quoi. Donc voilà, moi généralement je découpe mon histoire, et bien voilà, il me faut des modèles, j'ai des personnages, ils vont se déplacer, il me faut une mécanique de déplacement. J'ai quelque chose qui pousse, il faut qu'on voit que ça pousse quand je sais poser sur la table. Donc petit à petit, comme ça, généralement je fais des petits dessins et naturellement comme ça j'essaye d'avoir des mécas. Des fois ça prend 5 minutes, c'est des trucs que tu trouves, et des fois ça prend beaucoup plus longtemps. Moi je suis très long, il faut savoir, par exemple, je reste sur Takenoko comme j'ai commencé avec Takenoko. Takenoko c'est un jeu sur lequel j'ai bossé pendant 6 ans, quoi. Donc, et en y bossant régulièrement. Donc c'est pas aussi simple que ça, mais l'idée, quand ça se passe bien, c'est ça. On découpe l'histoire qu'on a envie de raconter. Et du coup, on prend les modèles qui correspondent à l'expérience de jeu qu'on veut raconter autour d'une table. Il y a des questions, je crois. Cette approche, elle semble supposer donc une certaine conception de la manière de jouer, du coup, puisqu'on est dans l'expérience, plus que simplement la mécanique, et semble voir que, surtout là où on a discuté avant la conférence éditeur, que c'est pas forcément ce qui est le plus commun. Et du coup, comment ça fonctionne avec les éditeurs actuellement? Est-ce que ça rentre en conflit? Est-ce que du coup, ça fait une manière de travailler un peu exceptionnelle avec eux, ou finalement, vous avez déjà fait tout le travail de placer la mécanique par-dessus, et du coup, l'éditeur, après, il prend quelque chose, mais du coup, qui est un peu plus intégré avec une expérience de jeu et un univers, plutôt que simplement une mécanique de jeu? La question est super bonne, au tel point que tu vas nous la reposer dans 5 ou 10 minutes. Parce qu'on a prévu justement de parler des relations avec les éditeurs juste après. Alors à ce moment-là, on va couper en deux la question. Il y avait d'autres questions. Voilà. Non, mais on va juste rester sur la partie. Ça suppose du coup une autre approche et une autre conception de l'expérience de jeu que celle qu'on a souvent l'habitude d'entendre parler ici en Europe. Qu'est-ce que vous pensez de ça du coup? Ce que j'appelle celle dont on a envie de parler, c'est, on va dire, si je réduis le jeu à l'allemande, c'est ça? On est centré autour des mechas Oui, mais même dans les jeux américains, on est quand même beaucoup, finalement, aujourd'hui, comme on le conçoit, on va parler d'abord de mécanique quand même. Beaucoup de gens vont parler de mécanique en premier. Alors, pour mon élément de réponse, hein, moi, du coup, je pense que, et c'est une de mes particularités, et je me bats vraiment contre ça, tous les joueurs, et moi le premier pendant longtemps, j'ai souvent dit un jeu c'est une mécanique, et plus j'ai fait des jeux, plus je dis en fait un jeu c'est tout sauf des mécaniques, quoi. C'est ce que je disais tout à l'heure, pour moi vraiment les mécaniques en fait j'en mets parce que tu es obligé d'en mettre pour raconter ton histoire, mais si je pouvais ne pas en mettre, je le ferais. Et dans des jeux comme Tokaido, pour ceux qui ont joué, j'en ai mis le minimum. Il y en a, hein, bien sûr, on peut les lister, il y a des mechas, mais l'idée c'est c'est un jeu, c'est vraiment pas une mécanique en fait. Et je pense que tous ces joueurs super chevronnés qui nous disent ce jeu, les mécaniques et tout, en fait, je pense qu'ils ont pas pris du recul par rapport à ce que c'est un jeu. Et un jeu, c'est avant tout quelque chose qui se passe autour d'une table, des interactions, un type de fun. Ça peut être un fun très, très sérieux, très réflexif. Mais ce qui fait que tu rejoues un jeu plein de fois, c'est pas parce que la mécanique est excellente, c'est parce que l'expérience que tu as eue en côtoyant un jeu et donc des mécaniques à l'intérieur
t'a donné envie d'y revenir, quoi. Donc moi je me bats un peu contre un jeu, c'est une mécanique depuis quelques années, et je pense que les gens qui connaissent mon travail voient que la méca est jamais au premier plan dans mes jeux. Parce qu'un jeu, c'est pas ça, quoi. Enfin, un jeu, c'est pas des mécaniques. Un jeu, c'est une expérience de jeu proposée. Et dans cette expérience, il y a plein de choses. Il y a un thème, il y a une histoire. Alors, on parlait des différentes cultures. Et effectivement, dans les jeux allemands, le thème est souvent moins présent et les mechas beaucoup plus en avant. Le fait est que c'est pas que des mechas. Même un jeu allemand, c'est pas que des mechas. C'est quand même un tout. Et que souvent, on a tendance à réduire à des mechas. Et c'est vrai que moi, je milite un peu contre ça. Et bon, c'est un peu ma paroisse aussi. Hein, mais, voilà. Eric ? Ok, merci. On va laisser peut-être Eric, justement par rapport à ça, on va enchaîner juste après la question, juste par rapport justement, pas être trop décalé, par rapport à la question de ton rapport justement avec les mécaniques de jeu, pour toi, de ton côté. How do I incorporate mechanics into games? Okay. Yeah. Je suis un petit peu comme Antoine. Sorry, English. I'm a little bit. That's all my French. I'm a little bit like Antoine, where I never start with a mechanic. I never think, ooh, this is a cool mechanic. I will now make a game out of this. To me, mechanics are tools, but they're necessary. So I do study, as well as take my crazy trips. I do study mechanics all the time. I play games. Sometimes as an exercise, I break them down into how they work. But for me, it is literally its language. It's language, it's notes, it's scales. It is the construction of how it goes. So it is important to me to understand how mechanics work, but I never want players to play a game of mine and say, ooh, I like this mechanic. I want them to say, I love this game. This game made me clever in this particular way. So I try to, if possible, I will use a mechanic, but it's usually the first thing that comes to my mind because I've studied and I've spent all the time understanding how mechanics work. And so if I picture an interaction between players, it's usually fairly quick for me to know how to incorporate a set of mechanics to there. And if they don't exist, I do invent them. So I have invented several mechanics, but I've never tried to do that consciously. Alors, lui dit que donc il a une vision qui est assez proche avec une petite nuance. Lui dit qu'il essaie d'inventer des mécaniques parce qu'il pense que ce sont des outils qui sont absolument nécessaires, un peu comme pour un musicien d'utiliser des notes ou des gammes. Donc, en fait, il faut connaître un minimum pour lui de théorie pour qu'ensuite ça vienne naturellement. Donc, il étudie ça en fait en réfléchissant, en essayant des choses et en essayant de comment on dit en français, le reverse engineering un peu. Donc en gros, il démonte en fait des jeux existants pour essayer de voir ce qu'il y a dedans, comment ça marche. Et du coup, généralement, quand il doit travailler sur une idée, il n'a pas besoin d'essayer de réfléchir à une mécanique en particulier. Généralement, elles lui viennent parce qu'il les a tellement étudiées qu'il y a un moment où ça arrive. Voilà. Donc il est musicien, donc c'est quelque chose qu'on retrouve en musique. On va prendre peut-être la première question. Là. C'est pour Antoine. Donc 6 ans pour faire un jeu. Tu vis d'amour et d'eau fraîche pendant ce temps-là ? Alors j'avais un métier, hein. Je faisais pas que ça à l'époque. Hein. Non. Alors moi je suis particulièrement lent, hein, déjà, je l'assume complètement. Et là je te parle d'un jeu qui était dans mes premiers designs en fait. Et une grosse partie du métier, c'est qu'au bout d'un moment, avec l'expérience, il y a plein d'étapes qui vont beaucoup plus vite. Quand tu es tombé 3 fois dans le piège, à partir d'un proto, tu sais que ce truc-là marche pas et tu gagnes beaucoup de temps. Mais je peux mettre encore énormément de temps à faire un jeu, notamment sur la phase dont on parlait tout à l'heure, la phase où j'ai une idée et je peux vraiment la laisser tourner dans ma tête très 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 longtemps avant de faire un premier prototype en fait. Donc voilà, donc effectivement après, en fait, faut jamais vouloir faire des jeux et vouloir en vivre tout de suite. Hein. Moi, ça s'est bien passé et j'en vis et j'en suis très heureux. Mais quand j'ai commencé à faire des jeux, comme beaucoup de gens, c'était un hobby, j'avais envie de faire des jeux et voilà. Et après, moi, je suis vraiment particulièrement lent. On va prendre une autre question. Alors, il y en a 2 derrière aussi, 3, il y en a plein. On va pouvoir toutes les prendre d'un coup. Certains auteurs de jeux sont très prolifiques, produisent un nombre de jeux improbables dans un temps très court. Est-ce que vous pensez que c'est possible, souhaitable, vu votre façon de faire, de préparer, de construire 2 jeux en même temps ou plus ? Est-ce que vous pensez qu'on peut avoir des projets en parallèle en fait ? C'est ça, alors en fait oui, ça j'en ai pas parlé, mais moi j'ai toujours au moins une dizaine de jeux en parallèle en fait. Hein.
comme je mets beaucoup de temps et que ça peut, tu vois, j'ai toujours 3 jeux dont j'ai juste un bout d'histoire qui tourne dans ma tête. J'ai des jeux où j'ai commencé à faire un proto, j'ai des jeux qui sont en playtest intensif, j'ai des jeux qui sont en train d'être travaillés avec un éditeur. Donc en fait ça, je pense que c'est vrai pour tous les auteurs. Tu as toujours plusieurs projets à la fois. Il y a juste un moment où quand tu travailles avec l'éditeur, il y a un projet qui doit passer en top priorité parce que lui, il y a un moment, il veut le sortir pour Essen, tu vois, par exemple. Donc là, à ce moment-là, tu te focuses vraiment sur ce jeu-là. Mais je pense, alors c'est sans doute plus vrai pour les auteurs de jeux que peut-être pour les romanciers où c'est pas le même genre de travail après quand tu rédiges. Moi, j'ai toujours énormément de jeux en même temps, en fait. Ouais. On va prendre une dernière question au fond. Je suis désolé, après on va être pressé par le temps. Donc l'idée, c'est d'aborder tous les sujets, en fait. Oui, j'avais une question à propos de ce que tu disais, Antoine, sur le fait de raconter une histoire. Je trouve, comme toi, je suis assez de cette école-là aussi, je pense que c'est le plus important. Et j'aurais voulu savoir ta position sur le principe du point dans le jeu, notamment dans les tiens. Je trouve que l'implantation du système de points dans le jeu dénature complètement cette expérience ludique qu'on voudrait avoir. On passe beaucoup plus de temps à l'optimisation, à farfouiller dans les mécanismes. Et du coup, le thème, pour moi, disparaît complètement. Et je trouve ça paradoxal de t'entendre dire ça quand on voit ta position. Et après, du coup, quand on voit le résultat dans certains jeux, je pense à Seven Wonders, Takenoko, c'est le cas aussi, hein, il y a du point, si je ne me trompe pas, hein, c'est ça? Ouais, tout à fait. Non, c'est un point intéressant que tu soulignes, qui effectivement, je pense, définit pas mal de mes jeux. Faut savoir, quand j'ai commencé à faire des jeux, moi j'ai découvert vraiment le jeu de société moderne en même temps que j'ai commencé à faire mes jeux. Et donc j'ai découvert des jeux comme Puerto Rico, des choses comme ça, où toutes ces stratégies que tu pouvais mettre en place m'ont vraiment impressionné à l'époque. Et donc naturellement, j'ai reporté ces choses-là que j'ai accumulées en parallèle en faisant mes jeux et en découvrant ça. Après, en fait, je te dirais que je fais 2 catégories de jeux. Si tu regardes à peu près, il y a toujours une exception. On peut reparler de Seven Wonders, parce qu'effectivement, c'est plutôt une exception. Mais je fais soit des jeux coopératifs, où on va gagner et où on va perdre tous ensemble, soit je fais des jeux compétitifs dans lesquels, et je te le dis comme ça, j'en ai absolument rien à fiche de la compétition en fait. Et ce qui m'intéresse, et les gens qui apprécient mes jeux compétitifs, je pense que c'est les gens qui partagent ce point de vue. Moi dans Tokaido, à la fin, j'en ai rien à foutre qu'on ait des points en fait finalement. Ce qui m'intéresse, c'est que tu aies passé un bon moment, et ce qui m'intéresse, c'est quand ma maman elle me dit mon prochain coup c'est d'aller à la mer parce que j'ai envie d'aller à la mer en fait. Et que quand je lui dis mais c'est le pire coup que tu peux faire, elle me dit bah oui mais moi je veux aller à la mer quoi. Et en fait, moi, quand je joue un jeu compétitif, limite, je peux me partir de la table avant le comptage des points à la fin. Ça m'intéresse pas du tout. Le fait est que tu peux pas. C'est très difficile de proposer des jeux comme ça. Alors, soit tu fais du coopératif, et voilà, j'adore ça, mais je fais pas que du coopératif. Bon, je fais pas beaucoup de party games. En gros, moi, dans tous mes jeux de coopération, de mes jeux compétitifs, la compétition, j'essaye vraiment de la mettre. C'est un peu comme les outils, je la mets parce qu'en fait, tu es un peu obligé de la mettre. Sinon, il y a plein de gens qui comprennent pas ce que tu as voulu faire et tu serais plus dans de la narration que dans du jeu de société, en fait. Mais tu vois, quand je te propose de jouer à Tokaido, le score à la fin, je m'en fiche. Quoi. Ce que je veux dire, c'est cool, je suis allé 3 fois dans une source chaude et j'ai mangé des nouilles, tu vois. Mais t'es obligé, comme les outils, tu es obligé d'utiliser dans un jeu compétitif un système soit de victoire, soit de scoring. Il y en a plein des différents. Quoi. Mais ça m'intéresse pas. Et les gens qui aiment Takenoko, par exemple, ils sont contents s'ils ont gagné. Seven Wonders, c'est pareil, tu sais pas qui va gagner la partie, à part quand tu as beaucoup joué à Seven Wonders. C'est difficile de savoir qui va gagner la partie à la fin. Mais finalement, je m'en fiche. Le Seven s'appelait parce qu'il y a plein de gens qui passent un bon moment et qui ont eu l'impression d'avoir une expérience de jeu positive et intéressante. Et même si tu as perdu à la fin, et ben finalement, et les gens qui réagissent comme ça, ils ont exactement ce que j'essaye de mettre dans mes jeux. Moi, je m'en fiche de gagner ou de perdre. Je suis quelqu'un qui est absolument pas compétiteur du tout, quoi. Ouais, ça vient de moi. Moi, voilà, tu vois, j'ai fait énormément de jeux de rôle et je fais énormément de jeux coopératifs parce que je suis vraiment, la compétition, c'est quelque chose qui m'intéresse pas du tout, quoi. Ah ouais, c'est complètement personnel, ouais. Alors après, tu vois, je comprends très bien aussi les retours des gens qui me disent moi, dans tes jeux compétitifs, je m'ennuie à mourir parce qu'effectivement, je suis un compétiteur et en fait, je m'y retrouve pas du tout, quoi. Donc, en fait, voilà, le truc, c'est qu'il faut toujours assumer. Le truc qu'on n'a pas dit quand on a parlé de la création, c'est que c'est assez paradoxal. La création, c'est tu fais quelque chose pour les autres. Parce qu'à la fin, quand tu fais un jeu, en tout cas quand tu veux le publier, c'est pour que des gens y jouent, mais c'est quand même hyper égoïste à la fin, puisque en fait tu fais un jeu parce que tu as envie de raconter quelque chose et tu as envie que ça te corresponde à toi.
Après, quand tu essayes de les éditer, il faut que, si possible, que ce que tu as mis toi recoupe un certain public, parce que sinon tu vends pas de jeux et forcément tes éditeurs signeront pas tes jeux. Moi, j'ai de la chance d'avoir un peu ce truc-là auquel je suis très attaché et de toute façon je pourrais pas faire autrement, qui a trouvé un écho et qui a trouvé du public, et tous ces jeux, soit coopératifs, soit non compétitifs, ont trouvé leur public, parce que je pense, et ça me fait plaisir, que finalement je m'aperçois qu'il y a des gens qui partagent cette espèce de partie de ma personnalité qui est que la compétition m'intéresse pas du tout quoi. Ben justement, c'est peut-être le moment d'enchaîner sur on va dire un sujet annexe, et on va cette fois-ci peut-être poser la question en premier à Eric. C'est quelle est vos relations justement à l'éditeur? Voilà, vous avez développé votre jeu, vous trouvez votre méca. Quel est le moment où vous pensez que pour vous le jeu il est prêt à être présenté, et quelle démarche vous suivez pour les présenter et entre guillemets le vendre, si on peut dire ça comme ça? Okay, so when a publisher comes to me, how do I get it? So normally when I work with a publisher, they come, especially with a license, they come to me and they say, we have this license, we're interested in making a game. When I say yes, I will go through my process I talked about earlier, and I will spend maybe 2-3 months making a game, playtesting, iterating, making it, playtesting, iterating. I put myself on a schedule. So a little bit unlike Antoine in this case, I playtest every Monday, every Thursday. I do it for at least 2 months. I don't show anything to a publisher until my playtesters who play the game are asking me to play without me putting it to the table. That's when I know it's ready. That's when I know it's something special. Alors, ce qu'il dit, c'est que donc du coup, il a parlé du fait que quand on lui commandait un jeu, donc généralement c'était l'éditeur qui venait vers lui. Donc, par contre, il expliquait qu'à la différence d'Antoine, lui en fait, il avait quelque chose de très planifié, à savoir, ici je pense qu'il y en a beaucoup qui savent comment ça fonctionne, mais quand vous créez un jeu, donc il y a toute une phase où vous créez, vous testez, vous corrigez, vous recréez, etc. et en boucle. Et donc lui, en fait, il fixe des moments de test de jeu, par exemple, tous les lundis, tous les vendredis, etc. Et ça revient tout le temps. Et il dit qu'il estime en fait que le jeu est montrable à partir du moment où les joueurs, ce qu'on appelle les playtesters, du coup, vont eux-mêmes demander à ce qu'ils sortent le jeu, sans que lui, en fait, leur demande de tester. Et quand, en fait, le jeu semble être devenu un jeu, en gros, là, il estime que c'est le moment, en fait, de le montrer. Antoine ? Oui, sur la maturité du prototype, en gros, moi je pars du principe que ça commence à être montrable quand je commence à plus trop changer de choses dans ce qu'on appelle les cycles itératifs. Donc, on crée quelque chose, on fait un prototype, on le teste, on a un feedback, on modifie, on refait un prototype, ainsi de suite. Et ça, au début, ces cercles-là sont vraiment très grands parce que ça met du temps. Et plus le prototype avance, plus on a une forme de cône et les itérations sont de plus en plus courtes. On commence à changer un petit point, une petite virgule, un petit truc. Et à partir du moment où on commence à changer que ces petites choses, moi, je commence à présenter le prototype à ce moment-là, sachant que la fin de ce processus itératif et de ce cône, normalement, se fait en accord avec l'éditeur, qui peut amener des idées, qui peut amener plein de choses, qui peut dire on est un petit peu entre deux publics, selon moi il vaut mieux bouger un peu plus de ce côté, qu'est-ce que tu en penses, voilà. Donc là débute après le travail avec l'éditeur. Moi oui, effectivement je suis un petit peu moins formel qu'Eric, ça prend le temps que ça prend. Si mes playtesters ne demandent pas forcément à jouer à des protos en particulier, ils sont très disciplinés en fait, c'est moi qui choisis les prototypes et ils travaillent, ils sont sympas. Après il y a toujours des prototypes où tu sens qu'ils sont plus partants. Sur un jeu comme sur Seven Wonders, très tôt on a vu que les gens en reparlaient naturellement. Moi aussi c'est vraiment un jeu qui réclamait beaucoup à la table de test. Comme c'était un jeu court, après la séance de travail, ils disaient il nous reste un peu de temps, on fait un peu de Seven et ainsi de suite, quoi. Mais voilà, globalement il y a un moment où tu estimes que les changements deviennent mineurs, que ton jeu il est ce qu'on appelle stable, et à ce moment-là tu as repéré par rapport au format du jeu, tu dis tiens c'est peut-être un jeu pour machin ou pour truc, et tu commences à prospecter, quoi. Justement, quand on dit un machin pour truc, Eric a beaucoup travaillé sur des licences, il a travaillé pour la FFG, il a travaillé dans un cadre précis. Mais justement, toi, Antoine, ça n'a pas été ton cas. Et justement, par rapport à un jeu donné, comment démarches-tu l'éditeur? C'est pour toi, tu dis, un jeu en général, on vise une cible. Est-ce que pour un jeu, justement, tu vises un éditeur? Ou c'est
Ok, j'ai un lot, j'ai peut-être mes éditeurs préférés ou non, et comment les démarches-tu en fait? Souvent, quand le jeu prend cette forme-là, tu sais à peu près le public cible et généralement en tête, tu sais que ça va être un jeu qui va intéresser A, B ou C. Cela dit, je me plante régulièrement. Il y en a peut-être qui ont vu le prototype d'Océanos qui sort chez Yellow cette année. Ce jeu-là, en fait, je l'ai présenté à 3 éditeurs avant Yellow et en toute franchise, j'y suis allé en disant ça, c'est un jeu pour toi, je vais te faire jouer, je suis sûr qu'il va signer le jeu tout de suite. Et A l'a pas signé, B l'a pas signé, C l'a pas signé. Alors j'étais vraiment sûr que c'était un jeu pour eux. Et c'est finalement Yellow qui l'a signé. Mais globalement, oui, tu le profiles. Mais comme ça marche au coup de cœur pour les éditeurs aussi, en fait, il y a plein de fois où tu es à côté de la plaque et que c'est pas du tout l'éditeur que tu pensais être intéressé par un jeu qui finalement en tombe amoureux, quoi. Une dernière question justement par rapport à ça. On sait qu'Eric travaille principalement jusqu'à présent avec le marché nord-américain, avec des éditeurs d'habitude. En ce moment, donc FFG, Colmini. Antoine, pour l'instant, tu es très connoté France, aussi même au niveau des éditeurs. Je ne sais pas si au niveau international ça s'ouvre. Justement, est-ce qu'il y a vraiment une démarche d'élargir ça? On a vu qu'Eric tout à l'heure justement avait envie d'aller vers l'Europe. Toi, je ne sais pas. Et justement, est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles vous avez commencé un petit peu à travailler ensemble aussi, peut-être pour... alors, il y a plusieurs questions, hein, mais pour aller vers de nouveaux horizons, on va dire. On va commencer par Antoine, peut-être après Eric. Ouais. En fait, le truc qui est cool avec le jeu de société, c'est que c'est un média qui est très humain où tu joues avec des gens. Et moi, je travaille principalement avec des Européens parce que en fait, j'aime bien travailler avec des gens que je peux voir et avec lesquels je peux m'asseoir à la même table. Et quand tu travailles à l'autre bout de l'Atlantique, c'est beaucoup plus compliqué. Donc j'ai essayé, j'ai travaillé aussi un peu avec des Allemands et tout, mais il y a un moment où en fait, la proximité simplifie beaucoup de choses. Et la plupart des éditeurs avec lesquels je travaille aujourd'hui sont devenus plus que des relations professionnelles, c'est des bons copains, parce que forcément si on a travaillé ensemble, c'est qu'on avait plus que le prototype ensemble. Et du coup c'est vrai que naturellement moi je retravaille avec des gens avec qui on peut se voir régulièrement sur les salons ou même en dehors des salons, et voilà. Faut savoir qu'on utilise beaucoup internet pour travailler, mais même quand je travaille avec un co-auteur et même quand je travaille avec Eric, c'est pour ça qu'on essaye quand même on se voit pas souvent forcément, on se voit à Essen, à la Gen Con et maintenant à Cannes, quoi. On se voit pas souvent, mais il y a un moment où tu peux travailler 6 mois sur un jeu, que ce soit avec ton co-auteur ou avec un éditeur. Il y a un moment, tu prends rendez-vous, tu vas une journée chez lui et tu avances 4 fois plus que dans les 6 mois où tu as travaillé sur Internet. Donc, globalement, moi, je reste à travailler avec des gens que je peux voir régulièrement, mais parce qu'en fait, je pense que c'est comme ça que ça fonctionne le mieux, en tout cas pour moi. Mais... Eric, pour toi, l'idée un petit peu, justement, c'est ta démarche en dehors des jeux de licence, entre guillemets, avec les demandes que tu as, justement, dans tes idées de créa ou autre. So I think that the marketplace is definitely changing very quickly. I almost don't even think about markets as countries anymore. The gaming market to me will be global, especially because of companies like Asmodee that have brought so many different publishers from different countries together. I almost don't think of the nationality of a publisher anymore. I think of in terms of like Antoine, target audience and culture or pop culture, what they like, and I do like working actually through the internet, even though we must finish a game together in the same room. So for me, the only thing that I care about is who I work with is chemistry. If we understand each other as if we have the same goals, if we have the same ideas, the same philosophy about games and our customers, and we share a mutual respect for the work. That's the only thing I care about. Alors lui, il dit que le marché du jeu en fait évolue tellement rapidement et a déjà tellement changé qu'il a déjà arrêté en fait de penser en termes de pays. Donc il pense pas je vais travailler avec tel éditeur parce qu'il est français ou allemand ou autre chose. En fait, il va en fait donc il disait un peu comme Antoine, en fait il va d'abord penser à qui il a envie, quel est son public, où il va trouver son public, et donc forcément naturellement il va s'adresser à tel éditeur plutôt qu'un autre. Mais ça lui importe peu. Il dit lui par contre qu'il aime bien travailler par internet, que ça lui pose pas de soucis particuliers, même si à la fin il a besoin lui aussi en fait de rencontrer vraiment la personne et de se voir vraiment pour finir le jeu.
Par contre, j'ai oublié une phrase. Mystère. Oh, I forgot something, but qu'est-ce que j'ai oublié? The chemistry. Yeah, the chemistry thing. So, donc, pour lui, ce qui est important, en fait, c'est qu'une vraie rencontre, en fait, avec un co-auteur. Donc, il va pas travailler avec quelqu'un avec qui il s'entend pas. Ça ira pas loin. Donc, il a besoin vraiment qu'il y ait une même vision du jeu, qui est voilà, qui est quelque chose qui lui plaise chez la personne et que ça marche, en fait, tout bêtement. Sinon, le projet l'intéresse pas. Alors, juste après, on va enchaîner justement juste un peu sur leur collaboration. Est-ce qu'on a quelques questions? Thibaut, on va pas tous les prendre, mais on va prendre quelques-unes là. Toi-même, tu n'as pas de questions, donc Thibaut? Ça m'étonnerait. Ça dépend, tu veux que je répète celle de tout à l'heure? Ouais, tu peux. C'était par rapport à... C'était assez général, c'était par rapport à l'approche que vous avez en game design, justement, par rapport aux éditeurs et à leurs attentes, quoi. Parce que là, on a eu des conférences, mais aussi tous les jours, on rencontre des éditeurs qui nous parlent de mécanique, beaucoup de mécanique, qui nous parlent pas tellement de l'expérience de jeu. Alors, je décorrèle le matériel de l'expérience de jeu, hein, mais vraiment, moi, j'ai le sentiment que le discours que j'entends là, que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup, et pas ce que j'entends tous les jours dans la bouche des éditeurs, et je parle pas que des Européens. Oui, je suis d'accord avec toi, c'est bien pour ça que j'insiste là-dessus, parce que j'essaye de montrer... Enfin, voilà, une fois de plus, je pense que c'est une déformation, on est parti vraiment en disant des jeux, c'est des mécaniques, mais je pense que c'est pas vrai, quoi. Et voilà, on est un média jeune, et il faudrait qu'il y ait des gens beaucoup plus cultivés que moi qui viennent et qui interviennent sur justement tout ce qui se passe au niveau psychologique et social dans un jeu, et que ça soit entre les joueurs et entre un matériel que tu manipules, mais voilà, un jeu c'est vraiment tellement plus que des mécaniques. Si vous jouez avec des enfants, enfin, il y a une partie tactile, il y a une partie de regard, il y a une partie de sourire, il se passe tellement de choses dans un jeu, et on a tendance, c'est vrai, nous autres professionnels, à parler de produits, de méca et de thèmes, mais enfin, c'est hyper réducteur, et du coup moi je milite un peu là-dessus aussi. Ouais. Si juste c'est possible d'avoir j'aimerais bien avoir le point de vue d'Eric sur la question, parce qu'on a tendance à beaucoup faire de clivage entre les Européens et les Américains. J'aimerais bien savoir si, justement, dans son expérience de travail avec les éditeurs américains ou alors même internationaux autres qu'américains, il retrouve cette problématique-là d'image du jeu, dans l'approche du jeu. Moi, c'est juste que depuis... Attends, on va lui laisser juste répondre. Ouais, et après, on pose va. la question. Je ne vais pas comprendre la réponse. Depuis le début, vous parlez d'univers européen et d'univers américain ou nord-américain. Est-ce que vous pourriez juste donner une petite explication sur ce que c'est la différence? Ah, ça, c'est une bonne question. Tu veux la donner ou tu veux le méritage? Vas-y. Good. Tu veux répondre à cette question justement? Yeah, wait. Yeah. I think that's a good thing, in my opinion. I actually don't like the distinction. As far as I'm concerned, fun is fun, and games transcend culture. They transcend attitude. They transcend every other artificial boundaries that we have for ourselves. Everybody understands what fun is and how how players interact with each other, regardless of however else we communicate. So at the end of the day, the similarities between gamers are much greater than the differences. So in my opinion, it's not important to understand the little things that are different, because the more global the marketplace becomes, the less anybody really will care about that, especially publishers. Alors, lui, il trouve que c'est une excellente question. Il pense que pour lui, en fait, il pense que c'est quelque chose qui n'a pas trop lieu d'être. Pour lui, ce qui est fun, et que en fait, ça transcende les idées en fait de culture. On est tous capables, qu'on soit allemand ou américain, de trouver que tel jeu est fun, etc. Peut-être pas pour les mêmes raisons, mais on va le trouver. Et à la fin, ce qui compte, en fait, c'est ce que les gens ont pris du plaisir à jouer. Le reste, c'est pas très important, en gros. Moi, si je peux juste préciser, il y a certains auteurs américains qui l'ont présenté, que moi j'aime bien. Alors, par contre, c'est sous un angle qui n'est pas du tout celui d'Antoine. C'est-à-dire qu'en général, et c'est vraiment dans l'image d'Épinal, c'est que dans les jeux américains, on part du chaos et on essaye de le maîtriser. Et que dans les jeux européens, on essaye d'empêcher que le chaos arrive, on est dans la maîtrise totale et le chaos arrive par la suite, en fait. C'est un peu la manière, on va dire, dans la mécanique du jeu, de traiter la chose. Dans l'univers Ameritrash, en général, c'est ce qu'on appelle, hein, c'est vraiment beaucoup de chaos et on essaye de faire avec
pour arriver à la fin de l'histoire, si on reprend l'histoire, et de s'en sortir. Tandis que dans le jeu européen, ce jeu d'autrement, on essaie de tout le temps maîtriser pour éviter que le chaos s'installe dans le jeu. On est très dans ce qu'on appelle le cul en bois chez nous, surtout ce qui est la partie un petit peu européen, quoi. C'est vraiment très schématique et un peu image d'Épinal. On fait toujours beaucoup de cases, on aime bien les cases, mais effectivement, ce qu'on appelle le jeu allemand, souvent, c'est des jeux où il y a une part d'aléatoire qui est très réduite, et c'est des jeux où, quand même, grosso modo, il faut réfléchir pour aller jusqu'à la victoire. Là où les Allemands, toujours pareil, dans cette grande case qui est, effectivement, je suis d'accord avec Eric, sont un peu en train de péter, et c'est tant mieux. Dans ces jeux allemands, il y a eu beaucoup de chaos, on peut lancer, t'as beaucoup de jeux où on lance beaucoup de dés, où tu peux très bien jouer, si t'as pas de bol, tu vas forcément perdre. Là où dans les jeux allemands, en gros, soit tu joues bien et t'es compétent dans le jeu et tu gagnes, et tu vas gagner tout le temps si t'es très bon. Et là où dans un jeu américain, tu peux être très bon, mais si les dés sont contre toi, de toute façon, tu vas perdre. Donc il y avait ces espèces de deux grandes cases qu'on appelait le jeu américain et le jeu allemand, qui effectivement étaient encore valides il y a quelques années, mais maintenant avec tous les marchés et tous les pays qui font du jeu, effectivement ces cases-là sont en train de sauter. Et je suis d'accord avec Eric, dans l'absolu c'est pas plus mal, mais on utilise encore ces grandes cases. Et même maintenant on parle de Eurotrash en fait, pour carrément fusionner le terme Eurogame et Ameritrash. Donc la preuve que ça évolue, un des premiers jeux qu'on appelait comme ça c'était Eclipse. Bon, là c'est à côté un petit peu plus justement pédago, si on peut dire ça comme ça. Pour atteindre, parce qu'il nous reste que quelques minutes, voire on les a déjà dépassés, un point qui était super intéressant justement dans vos échanges, c'est que par rapport à ces deux cultures, vous êtes mis à travailler ensemble en fait. Et c'est le dernier point qu'on aimerait aborder en quelques secondes justement. L'idée c'est comment est venue cette collaboration et justement comment ça se déroule, parce qu'au final, l'un d'entre vous est plutôt, je vais laisser le temps passer, on voit que l'autre est plutôt dans le côté un peu, je teste le lundi, je teste le jeudi, je développe en 3 mois et go quoi. Justement, comment est arrivée cette collaboration et comment se déroule-t-elle en fait? Bien. Bien. Comment est-elle arrivée? C'est l'histoire qu'on racontait tout à l'heure, hein. C'est avant tout des rencontres, et grosso modo tu travailles avec les gens avec qui ça passe bien. Et on s'est rencontré avec Eric il y a quelques années, on connaissait forcément nos travaux respectifs, mais on s'est rencontrés il y a quelques années, et une fois de plus, quand tu mets des gens qui font des jeux ensemble, ils parlent de jeux, et forcément, ah oui, cette idée elle est cool, il faut qu'on en reparle la prochaine fois qu'on se voit, et le jeu qu'on fait ensemble est né comme ça. Donc ça part toujours de, on va dire, de la partie humaine, et ce qui est super intéressant, et ce qui fait que, en tout cas moi j'aime bien travailler avec des co-auteurs, pas forcément tout le temps, mais régulièrement, et si possible de temps en temps avec des nouveaux, c'est que tu apprends énormément de choses en game design quand tu travailles justement avec quelqu'un. Faut voir que c'est quand même un boulot assez solitaire. Quand tu travailles tout seul, t'es tout seul. Alors tu vois tes testeurs qui sont des potes et qui viennent te donner un coup de main, mais la plupart du temps t'es quand même tout seul avec ton projet. Donc t'as pas vraiment le temps d'apprendre en fait, hein. Alors tu peux lire des bouquins, il y a plein de choses intéressantes, mais il faut quand même faire des jeux à un moment pour apprendre à faire des jeux. Et le fait de travailler avec quelqu'un, forcément il travaille pas de la même façon que toi, et forcément il t'apprend des choses. C'est pas forcément conscient, tu t'en rends pas forcément compte tout de suite, mais naturellement avec Eric, en plus là dans le cas avec le boulot avec Eric, il y a en plus effectivement on va dire un gap culturel que j'ai pas quand je travaille avec Ludovic Maublanc, qui est quelqu'un qui habite à 200 km de chez moi, qui est de ma génération et qui a en grosso modo les mêmes goûts que moi. Quand je travaille avec Eric, forcément j'apprends plein de choses, on est hyper différents, et il se trouve qu'on s'était dit ça va plutôt se passer comme ça quand on va travailler ensemble. Ça, Eric pourra vous en parler parce que il raconte cette histoire, je crois. Et finalement, en fait, ça s'est pas du tout passé comme on avait prévu, parce que la chimie était pas du tout prévisible, quoi. Ça serait bien qu'Eric raconte comment on a travaillé ensemble. Je sais qu'il raconte cette histoire beaucoup mieux que moi. Oh, sure. No. So I started co-designing games about 5 years ago or so with Mike Elliott to do Quarriors and Marvel Dice Masters. And through collaboration, I learned how much I enjoyed it for the same reasons Antoine talked about. So what I started to do was search out designers that I feel that I would have good chemistry with. So without talking too much personally, I would just go play a bunch of European designers' games. And I can usually, I'm a musician at heart, so I like to try to find, when playing some of these games, I learn what their influences are. And I played Seven Wonders, and I played Hanabi, and Takenoko, which is Pandas, which I love.
I said I have to meet this guy because it sounds like he likes the same kind of games as I do, like Magic the Gathering and D&D and stuff like that. But he has a very different interpretation of it. So I'd like to look at games from his point of view. So we met at Gen Con and we talked for maybe 15 minutes, I think. And I had an idea of what I thought he would say, and it was nothing like what I would say. And I said, that's it. To me, that was the chemistry that I was looking for. So we talked for 10 minutes, and I think we came up with an idea that quickly. And that doesn't happen very often. So that's my story. Alors, donc il a commencé en fait, il a travaillé longtemps en fait en faisant des jeux tout seul. Il a commencé à collaborer avec d'autres auteurs comme par exemple Mike Elliott, avec qui il a fait Quarriors, pour ceux qui connaissent, le jeu avec tous les dés, et Marvel's Dice Master. Et du coup en fait, il a pris goût à ça, cette collaboration-là, et du coup il a commencé à réfléchir avec quel auteur européen il aimerait travailler. Et donc il a essayé des jeux, et puis naturellement, vu qu'il aimait les pandas, donc forcément, il avait joué à Nabi aussi, à d'autres jeux d'Antoine, et du coup il s'est dit, j'aimerais bien, en fait, j'aime bien les jeux de ce gars-là, donc il a commencé à chercher en fait qu'est-ce qui l'influençait. Une fois de plus, il a fait une référence à la musique, à savoir quand vous jouez avec d'autres personnes, vous êtes aussi intéressé par le parcours des personnes, qu'est-ce qui les influence, et même si on ne fait pas la même musique, quels sont les parcours et qu'est-ce qu'on a comme point commun. Et du coup, en fait, il a finalement réussi à le rencontrer à la Gen Con. Ils ont discuté pendant un quart d'heure. Ça ne s'est pas passé du tout comme ce qu'il avait prévu, mais c'est justement ça qui l'a intéressé. Donc il y a vraiment un truc qui s'est passé entre deux. Je ne sais pas. Et en un quart d'heure en même temps. Hein, donc, bon. Et du coup, finalement, pour lui, ça a été une évidence qu'ils allaient travailler ensemble. Thibaut, je crois qu'on a. Alors, on va peut-être changer un peu. Devant, je crois qu'il est déjà là-bas. Bonjour, et moi je voulais poser juste une question par rapport un peu au début, le rapport entre le travail et les éditeurs. Savoir comment tu as fait, par exemple, Antoine, avant de t'appeler Antoine Boza et d'être connu pour ton nom, parce que moi je m'appelle David Launay, je crée des jeux, en fait personne ne me connaît. Donc quand j'envoie un mail, en fait les éditeurs souvent disent qu'ils reçoivent 120 à 150 protos par jour, donc ils sont noyés. Donc forcément, il y a de très bons protos et des protos moins bons. Et je voulais savoir sous quel format tu l'as envoyé, comment tu es arrivé, par exemple, pour le premier jeu que tu as fait, Ghost Story, on parle très rarement, mais qui est un bon jeu à mon goût, un très bon jeu. Et comment tu avais fait, par exemple, pour le renvoyer aux différents éditeurs que tu avais choisis. Sous quel format? C'est très pratique. Comme question. J'ai jamais envoyé aucun proto par la poste en fait. Hein. Comme je t'ai dit, moi je crois qu'il faut s'asseoir à la même table et jouer. En fait, la grosse différence, je dirais, c'est le contexte. Moi, j'ai commencé à montrer mes jeux donc en 2006, on va dire il y a 10 ans. Quoi. Et il y a 10 ans, j'étais à Cannes-Off, et à Cannes-Off, il y avait 20 personnes et il y avait 4 prototypes. Quoi. Et là, à Cannes-Off, maintenant, il y a 4000 personnes, il y a 400 prototypes. Donc, c'était pas du tout la même situation, si tu veux. Voilà quoi. Moi, à Ghost Stories, j'ai fait jouer Cédric Commande, Repos Productions, avec un copain, un playtesteur à moi, en lui disant j'ai un jeu coop, il paraît que vous aimez bien les jeux coop, est-ce que t'as le temps, on fait une partie au bar, on a joué sur une petite table ronde au bar, il est reparti avec le proto, ils ont aimé le jeu, il m'a rappelé quoi. Mais à l'époque, à Cannes, il y avait peut-être 10 protos qui se baladaient, dans les 10 protos, il y avait 5 jeux de Bruno Catala, 3 jeux de Bruno Fedouti, et il y avait 2 auteurs qui arrivaient, qui disaient moi aussi j'ai un proto, non mais c'est rigolo, mais c'était vrai quoi. Là, maintenant au off, t'as 400 protos, donc forcément, nécessairement, même si ton jeu est bon, pour arriver à te pointer, arriver à faire jouer l'éditeur, c'est effectivement beaucoup plus rigolo. C'est la rançon du succès. On joue de plus en plus. Il y a de plus en plus de gens qui font des jeux. C'est chouette, mais forcément, si ton objectif c'est de te faire éditer, c'est aussi plus dur, quoi. Enfin, c'est moche, mais c'est comme ça. Donc moi j'ai eu le bol d'arriver à un moment où c'était pas encore cette vague folle de création que je trouve magnifique, mais qui forcément, si ton objectif c'est de te faire publier, ça rend les choses plus compliquées. Ouais, tout à fait. Mais ça c'est super important. Hein, c'est ce que j'ai dit. Ouais. Après, le fait est que je ne crois toujours pas au fait d'envoyer un prototype aux éditeurs, parce que quand ils disent qu'ils en reçoivent 200, ils pipotent pas pour pas te répondre. C'est vrai, quoi.
Donc faut arriver à prendre rendez-vous et pitcher ton jeu pendant un salon. Moi je faisais tous les salons à l'époque, j'en fais beaucoup moins parce que j'en ai fait beaucoup et que maintenant j'ai une famille, donc le week-end j'essaye d'y être là-bas. Mais je faisais tous les salons avec mes protos et petit à petit c'est quand même un petit milieu où les gens sont plutôt ouverts et on joue et ça se passe plutôt bien. Donc voilà, faut faire les salons, faut rencontrer les gens. Ah bah oui, on s'est déjà vu la dernière fois à Cannes, oui t'avais ça, c'était pas terrible, mais si t'as autre chose on veut bien regarder et tout. Et petit à petit... Parce que par courrier, très franchement, j'y crois toujours pas, moi. Enfin, vraiment. Ça a changé malgré le fait qu'il y a toujours 200 protos de Bruno Catala. Alors il y a toujours autant de... Ouais, mais dans la masse, ça fait quand même un pourcentage plus faible. Je me permets juste de prendre la parole un tout petit peu. Je suis Alexia Munoz du Centre national du jeu. À ce titre-là, en fait, je voulais juste donner un tout petit élément de réponse par rapport à la question. Aujourd'hui, vous pouvez aussi passer par les concours de créateurs de jeux. Voilà, Tout à fait, moi je les ai fait. Boulogne, voilà. Takenoko était à Boulogne, Hurry Up était à Boulogne, Tokaido était à Boulogne. Voilà, donc, et j'ai même un jeu à Boulogne cette année que j'ai fait avec des copains. Ah bah, tu le sais pas, mais t'es pas censé le savoir. C'est ça. Voilà, donc c'est aussi une opportunité après de pouvoir être présenté aux éditeurs, parce que les éditeurs soit vont sur les festivals ou auprès des structures qui organisent les concours, soit après nous, en tant que structure, on leur présente les jeux finalistes, les jeux qui sont sortis un peu du lot. Voilà. Alors, on va prendre une dernière question, parce que là, vu l'heure qu'il est, normalement, on devrait déjà avoir fini depuis un quart d'heure. Il y avait beaucoup de mains qui se levaient. Bah, vas-y, je te laisse. On va faire des réponses concises pour avoir plus de questions. Des questions concises. Si possible. Je voulais savoir s'il arrivait autant à Eric et à Antoine de se faire déposséder de leur jeu par un éditeur. C'est-à-dire que jamais. Non mais je veux dire, si les éditeurs ils disent c'est pas mal, mais on va enlever ça, on va rajouter ça, alors, tu prends pas. Faudra que tu aies les deux réponses, parce que je pense que là du coup on travaille peut-être pas de la même façon. Il y a une différence de culture. Moi jamais en fait, mais après c'est vraiment perso. Jamais on a changé le thème d'un de mes jeux par exemple. Parce que mon histoire, si tu changes le thème, c'est plus mon histoire. Donc à ce moment-là, je veux pas le faire, quoi. Donc moi, je suis hyper chiant et hyper agrippé à mon proto. Et voilà, il faut juste être prêt à se faire refuser ton jeu parce que tu es un peu trop agrippé. Donc là, c'est vraiment un truc qui est perso, quoi. Moi, si je pouvais tout maîtriser dans mon jeu, je le ferais. En fait, si je pouvais choisir l'illustrateur et moi-même le pitcher, je le ferais. C'est plus mon job, parce que c'est pas moi qui le paye, hein, tout simplement. Donc moi, si je pouvais contrôler tous les aspects, je le ferais. Et du coup, naturellement, je retravaille avec des gens qui me laissent l'ouvrir quand on parle du graphisme, quand on parle de la maquette, quand on parle du choix de la couve ou quoi que ce soit, quoi. Les gens qui m'ont pas laissé l'ouvrir, en fait, ça veut pas dire qu'on s'est fâché, mais du coup, naturellement, c'est pas les gens vers qui je reviens, quoi. Tu prends cette question-là, mais on va laisser Eric répondre. Je pense que ça peut pas le même son. Vas-y, Eric. In the US, publishers actually do change games quite a bit, and I don't mind. I actually we work together, and I do have final approval over my games, but very often I will get sometimes angry at first, but if we agree on a change and I play test it and it does turn out to make the game better, I'm more than happy. For me, it's not as important that it's my idea, but that the final product is what I envisioned to start with. And sometimes it takes an outside idea to do that. Oui, ce qui ne veut pas dire que j'entends pas une bonne idée. Tu vois, je me suis pris la tête avec Ropoprod, avec qui j'ai beaucoup travaillé pendant des heures et des heures et des heures, et j'accepte de changer le jeu si tu veux, mais jamais je travaillerai quelqu'un qui me dit bah ça sera comme ça, même si t'es pas d'accord. Par contre, on peut se prendre la tête et discuter très longuement de plein de décisions pendant des heures, la nuit. Donc Eric, et je traduis juste parce Eric disait en fait que pour lui, ce qui était important, c'était le produit final en fait, et que même que les éditeurs américains changeaient beaucoup de choses, et que pour lui ça lui posait pas vraiment de problème tant que ça servait le jeu, même si au départ ça pouvait le mettre en colère. Si à la fin il se rendait compte que ça servait vraiment le jeu, ben pour lui c'était ok, c'était pas un souci, mais qu'il fallait s'attendre à ça. En général, comme culture, juste avant qu'ils prennent la dernière question, au niveau de la culture, ça dépend vraiment des éditeurs. Il y a des éditeurs, c'est go quoi. C'est au courant des derniers moments, on a déjà découvert, nous dans le cadre de notre agence, des jeux à édition, alors qu'on relançait, on a découvert que le jeu était édité, et en plus avec des erreurs de règles. Donc voilà. Ensuite, normalement l'éditeur a un objectif, c'est que le jeu se vende, et que ça marche. Donc l'objectif c'est de trouver le meilleur équilibre entre les deux, entre l'intérêt de l'auteur et l'intérêt de l'éditeur. Normalement les deux doivent aller sur la même voie. On va prendre une dernière question.
Oui, bonsoir. Je me suis peut-être trompée, mais je pensais que ce soir, on allait aussi aborder la possibilité de travailler avec des plateformes de dons, des crowdfunding. Alors ça, c'est dans la présentation qui était faite par le CNJ. Il y avait normalement une autre justement conférence qui était prévue sur le sujet. J'ai appris hier soir justement qu'on allait aborder le sujet réellement dans la journée. On peut en aborder un peu dans le off comme ça. Le sujet est très différent. Alors c'est surtout intéressant en plus avec Eric qui a déjà travaillé sur des systèmes de crowdfunding. Mais en fait, il faudrait carrément une conférence complète sur le sujet et sur le terme. Je suis vraiment désolé par rapport à ça. That would be its own conference. That's what it is, yeah. A été importante. On peut en discuter, mais je veux dire que là, justement, par rapport à ça, il y avait le sujet qui est autour de la création et du propre. Après, le CNJ qui a... Pas le CNJ, excuse-moi, tu as raison, le FIGE. Mais tu vois, je te vois en face, donc je pense automatiquement au CNJ, qui a rajouté le sujet là. Donc en fait, et ce sujet-là, en fait, il est tellement riche, il est tellement intéressant. À la limite, on en a beaucoup parlé dans la conférence juste précédente, justement, avec les boutiques. Sujet en plus qu'on pourra retrouver en ligne sur le site de Ludovox, justement, qui l'a filmé. Mais si vous avez des questions, si vous avez des échanges, on peut en parler juste après. Il n'y a aucun souci. Yes. T'as parlé de off, on va pouvoir encore vous assommer de questions encore pour un petit moment ou... Alors là, maintenant, là, oui. Alors nous, petit moment. Toi, t'as pas une contrainte dans 20 minutes? Dans 20 minutes. Donc. Voilà. Donc ça va peut-être 20 minutes. Je pense qu'on a la même. 12 minutes. Dans 12 minutes. Ce que je propose, pour juste libérer un peu le côté KS, si tu es d'accord, Eric, on peut répondre par rapport à ça. Si tu as une question suffisamment générique sur la partie justement crowdfunding. Vous pouvez répéter la question? Je vais poser la question sur la partie crowdfunding et sur la partie Kickstarter. Si tu as une question suffisamment générique, entre guillemets, c'est quoi par rapport à ta démarche, par rapport à la démarche en fait placée, quelle est la démarche par rapport à un Kickstarter, quelle est la partie de la création. Les questions sont nombreuses. Donc j'aurais tendance à dire, pour toi, ta question de base, c'est quoi justement? La question de base, plus évidente, quoi. Est-ce que finalement, c'est pas plus simple au jour d'aujourd'hui de s'auto-éditer plutôt que de chercher un éditeur? Alors... No. Eric a dit non. Moi, je vais dire non aussi. Mais... non, c'est très dangereux. En fait, éditeur, c'est quand même un métier et on peut pas trop s'en passer. Et comme je te disais tout à l'heure, quand tu fais un jeu, toute la partie créa, t'es déjà tout seul. Être tout seul pour faire la partie éditoriale, c'est, à mon avis, c'est super casse-gueule, quoi. Enfin, c'est vraiment important qu'il y ait un mec qui, à un moment, qui te dise sors la tête de ton truc et écoute-nous, parce qu'en fait, je pense qu'il y a des choses que t'as pas vues parce que t'es à fond dans ton truc. Enfin, moi, jamais je m'auto-éditerai, hein, mais même maintenant, même il y a 10 ans, en fait, il faut avoir des gens autour de toi qui sont capables de te faire sortir la tête du guidon, c'est super important. Voilà, donc les gens qui font ça, il y en a qui le font très bien, hein, attention, je dis pas que tout le monde va se casser la gueule, il y en a qui le font très bien, moi je le ferai jamais, quoi. I almost did it in French. If you launch your own Kickstarter, you will become a publisher, and the majority of your work becomes logistics and not your game. And if the route you want to take is Kickstarter, I actually I suggest that you study the industry and see what it takes to be a publisher. Study that first, and then if you after that want to work on Kickstarter, that might be a good idea, but you should still understand everything it takes to be a publisher first, because the two are exactly the same discipline. Donc passer par Kickstarter, ça veut dire qu'on bouge en fait de la position d'auteur à une position d'éditeur, ce qui veut dire qu'il faut d'abord avoir bien étudié comment fonctionnait toute cette industrie, comment tout ça marchait, et vraiment avoir en tête qu'on va du coup se retrouver dans une position où on va plus forcément penser autant au jeu lui-même ou à la création elle-même que à tout ce qui est logistique. Donc ça peut être intéressant, mais il faut savoir vers quoi on va en fait. Si tu peux prendre un exemple, un métier d'éditeur, parce que souvent on parle d'auto-édition. Dans le cas d'auto-édition, il y a le côté un petit peu artisanal, un petit peu péjoratif dans la manière de faire. Un éditeur, c'est quoi? Il doit gérer la partie logistique au niveau des boîtes, mais avant d'avoir des boîtes, il va falloir gérer ton illustrateur, savoir ce que c'est, faire une démarche artistique et au moins de l'illustration. Antoine peut en parler, c'est quelque chose sur lequel je sais qu'il est extrêmement à cheval et auquel il tient. C'est important dans le design. Il va falloir ensuite gérer tout ce qui est la partie droit d'auteur, si c'est toi, t'es tranquille. La partie production, c'est-à-dire qu'avant, ok, il y a de la logistique, il va falloir ramener les boîtes, il va falloir les envoyer à tes, à tes pledgers, à tout cela, mais il va falloir simplement produire ton jeu.
Il suffit de voir à l'heure actuelle tous les problématiques qu'on a de livraison de jeux, même chez des professionnels. Je veux dire, est-ce que tu veux qu'on parle d'un des jeux justement d'Antoine où l'éditeur, qui est quand même reconnu pour sa qualité et autres, a rencontré des soucis qui ne sont pas tout le temps en plus de son fait. On a des problèmes de plastique simplement, en plus au monde actuellement avec tous les Kickstarter. Donc tout cela, ça demande d'être éditeur, tout simplement. Là actuellement, on a l'impression que c'est un petit peu une, comment dire, je suis désolé, c'est un peu négatif, mais un peu un miroir aux alouettes, si on peut dire ça comme ça. On peut y aller facilement. Il y en a qui réussissent très bien. On prend Ryan Locat, qui est un Américain, qui fait tout seul, illustrateur, game designer, il s'en sort pas mal. Mais c'est un cas. Nous, dans le cadre de l'agence, l'année dernière, l'agence d'auteurs, on a été voir aux États-Unis justement faire un peu le tour des popotes, si on va dire ça comme ça pour une expression française. On a rencontré beaucoup de jeunes auteurs qui étaient auto-édités en Amérique du Nord et qui finalement reviennent. Donc, il ne faut pas croire que faire un crowdfunding, c'est ne pas être éditeur, ça permet de se simplifier les choses. C'est vraiment être éditeur avec une problématique, c'est que tu vas en même temps faire le boulot de la boutique et faire le boulot du distributeur. Donc, tu n'es même pas qu'éditeur, en fait. Tu fais plusieurs métiers qui, déjà, quand t'en fais qu'un, c'est pas simple. Et même le boulot d'auteur, hein, on a toujours l'impression qu'il suffit d'avoir une idée, on fait un proto et c'est cool, quoi. Et éditeur, c'est pareil. En plus, t'as des problèmes juridiques. Forcément, tu veux vendre au global, donc t'as des problèmes Enfin, c'est cumulé plein de métiers. Donc, effectivement, il y a des gens qui arrivent et c'est cool. Moi, je trouve que faire déjà un métier comme il faut, c'est déjà pas mal de boulot. Et voilà, quoi. Ouais. D'ailleurs, on a l'autre exemple, si on prend par exemple Cards Against Humanity, je pense que si vous connaissez, c'est un jeu américain assez trash qui s'est fait. Ils sont orientés uniquement sur le marché américain. Ils ne se sont pas développés à l'international sur ces éléments-là. Exploding Kitten, qui est, je crois, le plus gros succès de Kickstarter de l'histoire sur un jeu de cartes, ils vont être traduits en France. Ce n'est pas eux qui vont s'en occuper, en fait. Il y a cette partie-là, mais quid ? Une fois que tu as fait ton KS, tu fais quoi ? On prend un exemple d'un succès énorme, qui est pour moi une référence, mais qui est extrêmement rare, c'est Zombicide. Ça tombe bien, puisque ça travaille avec Call Me or Not, avec qui travaille Eric. C'est d'abord un éditeur. Et ils sont appuyés pour se lancer, ils ont utilisé KS. Donc, le truc, c'est, et je crois qu'il y a François qui est au fond là-bas, qui l'a dit à un moment donné sur la référence tout à l'heure, c'est un super produit de marketing. Donc François, si tu veux prendre le micro. Oui, moi je voulais rajouter un truc sur les auteurs qui seraient tentés par le Kickstarter. KS, Kickstarter, excusez-moi, pour ceux qui n'ont pas fait le lien. Je vais donner un exemple inverse, parce que je crois qu'il y a un truc, le milieu est suffisamment ouvert et suffisamment petit, même malgré ce que disait Antoine tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'auteurs qu'avant, mais ça reste quand même un milieu suffisamment à taille humaine et très ouvert. Et je crois qu'il faut avoir confiance dans son jeu. Si on fait un bon jeu, il va sortir. Il trouvera un moyen de sortir. J'ai un exemple qui ne vaut que par lui-même. On connaît un pote qui est joueur depuis très très longtemps, qui a développé un jeu parce qu'il est tombé amoureux d'un jeu de Martin Wallace qui s'appelait A Few Across of Snow et qui a voulu en développer une version 4 joueurs. Ce qu'a fait Wallace aussi, c'était ballot pour lui. Mais lui, il s'est accroché à son truc, il l'a changé. C'est devenu très différent de son inspiration de base de Wallace. Et puis, il a fait jouer autour de lui. Il a fait jouer dans des soirées-jeux. Il a fait jouer dans des conventions au niveau régional. Et puis, quand on a vu son jeu, on y a donné quelques adresses ou quelques numéros de téléphone ou quelques adresses mail pour aller voir des gens. Et puis, il a vu des gens qui bossaient chez des éditeurs. Et puis, il a vu des gens qui n'étaient pas forcément intéressés, mais qui l'ont orienté vers d'autres gens. Et finalement, son jeu va sortir chez Istari à Essen cet automne. Et il a mis 4 ans dessus, et il a beaucoup travaillé, et il ne s'est jamais découragé. Et finalement, il y avait plein de bonnes idées dans son truc, et ça va sortir. Donc, ce n'est pas forcément parce qu'on tombe sur un os, qu'on n'arrive pas à trouver les bonnes personnes, qu'on ne connaît rien des leviers à activer pour... s'il y a quelque chose dans le jeu, il sortira un jour ou l'autre. Actuellement, il n'y a jamais eu autant de moyens de contacter. C'est-à-dire, vous avez les concours, comme disait Alexia tout à l'heure, vous avez des agences d'auteurs, alors il y en a une française, mais il y en a aussi à l'international, vous avez Internet aussi,
Il y a énormément de moyens. Donc à un moment donné, si vos jeux n'accrochent pas ou je trouve, c'est qu'il y a un souci quelque part, soit sur la mécanique, il n'est pas équilibré. Et ça, c'est pas anodin. J'aurais tendance à dire, alors je suis assez, comment dire, cassant, si on peut dire là-dessus. C'est pas parce que votre copain, votre copine, votre grand-mère, votre mère et votre tata adorent le jeu que ce jeu est excellent, quoi. Je veux dire, il n'y a rien de mieux qu'un salon comme Cannes d'aller off et de le faire tester à tout le monde. Et il y a des professionnels pour avoir des retours et vous dire si le jeu il est bon ou pas, quoi. Tout simplement. Ensuite, à vous de voir comment vous voulez passer. Si votre jeu est vraiment excellent, que vous avez des retours même des professionnels et que vous voulez lancer sur le crowdfunding, très bien. Sachez par contre que c'est un autre métier, que c'est au-delà d'être éditeur et que c'est un boulot qui est juste énormissime. Et que des fois, c'est bien aussi de commencer à travailler avec des professionnels, travailler avec un éditeur qui est sur le marché et qui, de toute façon, vous allez apprendre. Ça revient un peu à ce que disait Antoine tout à l'heure. De toute façon, la plupart des éditeurs, on va parler de l'édition, du graphisme, on va parler du développement, on va avoir ce genre d'échanges-là. C'est, de toute manière, ça va nous construire. J'ai pas le mot exact, mais voilà. Si je peux juste me permettre par rapport à ton discours, c'est que être éditeur aussi, ça demande énormément de compétences différentes et qu'il y a de la com, il faut être commercial. Et quand on regarde l'éditabilité d'un jeu, ça veut dire qu'il y a une étude de marché pour savoir si commercialement on peut en faire quelque chose, et il y a la faisabilité. Et savoir faire un bon jeu, ah oui, il est parti, faire un bon jeu, il y a aussi le fait de le rendre accessible aux gens, quoi, en termes de prix, en termes de matériel, en termes de plein de choses. Donc c'est beaucoup de compétences, et par rapport à ce que tu disais, un miroir aux alouettes, et, voilà. Il y a des conférences en ligne qu'on mettra d'ailleurs disponibles, où tu étais là, Gaëtan, avec le parcours des créateurs, où il y a peut-être des réponses qui pourront intéresser les gens qui sont ici aussi. Mais réellement, je pense que, j'espère que ce n'est pas la dernière année qu'on fera des conférences sur Cannes, et peut-être l'année prochaine encore, on en reparlera. En plus, le marché du Kickstarter, alors sur le crowdfunding en général, c'est un marché qui évolue énormément. Ça vaut vraiment de faire une conférence spécifique parce que c'est vraiment atypique. C'est atypique dans la manière de l'aborder, dans la même... Ce qu'on peut parler du Kickstarter et du crowdfunding à l'heure actuelle, on ne tiendrait pas le même discours qu'il y a 2 ans en fait. Ça a tellement évolué, ça a tellement marché, les contraintes ne sont plus les mêmes, la pression n'est plus la même. Autant il y a 2-3 ans, mais encore un peu plus 4 ans on va dire, il était facile d'être visible. À l'heure actuelle, il suffit de voir le nombre de projets qu'il y a sur Kickstarter. Ça va vous demander d'avoir une visibilité, de faire une démarche au niveau de la com qui est juste énorme, quoi. Et coûteuse. Je pense qu'on va devoir arrêter vu l'heure qu'il est. En tout cas, je voulais remercier Eric et Antoine pour leur présence. Merci à Ludovox pour leur présence et d'avoir filmé. Vous allez retrouver tout cela en ligne. On va rester quelques secondes encore si vous voulez qu'on échange et puis prendre même contact pour pouvoir discuter par la suite. Merci à tous. Merci.